Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'avais ma vidéo toute préparée d'avance pour la journée, avec des notes, des citations, un plan précis à suivre. Et là, j'ai reçu un courriel. J'ai décidé de changer la vidéo. On va parler de ça dans cette vidéo, la souplesse, s'ajuster. Pourquoi? Parce que vous résistez. Vous résistez au changement. Vous résistez au flow. Quel était l'essence du message? D'après ce que je comprends, les gens qui font ce genre de travail le reçoivent constamment. C'est à l'aide, je suis en pic de douleur. C'est un peu ça l'essence du message. Help, I'm in a flare. Reçoivent ce courriel constamment. Et c'est ça, j'allais parler de quelque chose, pas d'abstrait, mais de moins concret. Et là, je me suis dit non, on retourne à la base. J'ai mis trop d'emphase sur la dernière étape du processus, le moment A, le moment Eureka, mais la plupart des gens sont encore ici, à l'étape panique, ils sont terrifiés. C'est ça qu'on va adresser dans cette vidéo. Donc, je travaille avec quelqu'un en ce moment, depuis un certain temps, qui, selon lui, ne fait pas de progrès. Pourquoi? Parce que les symptômes ne baissent pas. Donc ça veut dire qu'il se sert des symptômes comme mesure de son progrès. Et il a commencé en même temps que d'autres personnes avec qui il communique sur Internet. Et donc, il voit qu'eux font des progrès. Pourquoi? Parce que les symptômes baissent. Et là, ça l'inquiète énormément. Et je comprends. Je peux vraiment connecter avec ça. Parce que moi, j'étais dans cette situation-là pendant 2 mois au début. Quand j'ai commencé à lire Alan Gordon, et là je veux remettre l'emphase là-dessus, je n'ai pas lu Alan Gordon la première fois. J'étais couché dans mon lit et il a fallu que quelqu'un me lise le livre parce que je ne pouvais pas lire un livre. Je travaille avec quelqu'un comme ça en ce moment, vraiment qui ne peut rien faire. Il m'a dit l'autre jour, je ne peux pas tirer la chasse d'eau de la toilette. Évidemment, je l'ai invité à dire de plus en plus, je peux tirer la chasse d'eau, évidemment. Mais c'est là qu'elle en est. Et ça, c'est extrêmement difficile, être là. Je compatis avec vous. Quand on est à cette étape du processus, vraiment, pour moi, le plan, c'est en faire de plus en plus. C'est ça la mesure de notre progrès. À quel point on augmente notre activité. Donc pendant 2 mois, moi, du premier moment où quelqu'un m'a lu Alan Gordon, jusqu'au moment où j'ai commencé à écouter les vidéos YouTube, je ne faisais aucun progrès. Pourquoi? Parce que mes symptômes ne baissaient pas. Et je mesurais encore mes supposés progrès par la baisse des symptômes. Très mauvaise stratégie. Et là, lorsque j'ai commencé à écouter les vidéos YouTube, j'ai compris qu'il ne fallait absolument pas s'occuper des symptômes pour mesurer nos progrès. Ce n'est pas comme ça qu'on mesure. Comment mesure-t-on? À quel point notre peur descend? À quel point notre espoir monte? Et lorsqu'on ne fait presque plus rien, à quel point on augmente notre activité? C'est comme ça qu'on mesure notre progrès. Je parle à des gens qui sont dans des situations complètement différentes. Je pense à une personne, par exemple, qui, elle, me dit « Je ne connecte pas avec ton concept de la panique. Je ne panique pas. » Elle a des épisodes qu'on pourrait appeler. Ça arrive. Et là, lorsque ça s'en va, elle ne pense plus aux symptômes. Elle dit je ne connecte pas non plus avec ton concept quand les symptômes ne sont pas là. Tout d'un coup que les symptômes reviennent, elle dit les symptômes s'en vont et là, je vis ma vie, je suis heureuse jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, c'est épisodique. Et là, il a des moments sans symptômes. Très différents, ces deux scénarios. On peut les contraster. Mais elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, mais là, il y a une sensation qui arrive. Et là, je me dis, ouh, les symptômes s'en viennent.
attention à ça. Moi, j'appelais ça de la pré-douleur. De la pré-douleur, j'en avais de la pré-douleur. C'est qu'est-ce qui arrive avant les symptômes. Je marchais, par exemple, et là, les gens me demandaient toujours, surtout quand ça faisait plus qu'une demi-heure, 40 minutes, ça va, est-ce que tu as mal, est-ce que tu as mal? J'avais toujours un peu mal, mais je sais ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est au-dessus de 5, 6? Et là, je me revois là, en train de le dire. Je disais, non, j'ai pas encore mal, mais ça s'en vient, j'ai une sensation, je la reconnais, celle-là, c'est de la pré-douleur. Et ça, je veux vraiment vous inviter à briser cette prédiction-là. Ça, c'est des fausses associations que votre cerveau a faites. Ça, c'est le conditionnement. Quand cette sensation-là arrive, les symptômes ne tardent point. Il a brisé ça. Fait, non, c'est pas seulement l'indifférence qu'il faut cultiver. Il y a une action à faire parfois, briser la prédiction. Non, c'est pas parce que je me sens comme ça que ça va nécessairement générer un symptôme. Ça, c'est plus l'aspect conditionnement. Mais dans mon expérience actuelle, ceux pour qui c'est plus épisodique, il va falloir qu'ils fassent un travail plus peut-être émotionnel. Il y a toujours un travail de qu'est-ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur à faire. S'il y a une sensation qui émerge, et là on dit « Ah, les symptômes s'en viennent », ça c'est un travail que j'appelle le reconditionnement de la douleur. On brise cette boucle de prédiction. Donc il y a souvent deux travails à faire en parallèle, mais c'est vrai quand c'est plus épisodique, et qu'on a des épisodes avec zéro symptôme, il y a un travail plus émotionnel à faire. Mais moi, ce dont j'ai l'impression de plus en plus, c'est ça, c'est que quand je travaille avec des gens comme la personne qui ne peut pas tirer la chasse d'eau, vous en êtes là, vous sortez à peine de la maison, au début, je ne mettrais pas beaucoup d'emphase sur le travail émotionnel. C'est vraiment, éventuellement, toujours garder en tête qu'il va falloir le faire, et le faire en parallèle le plus possible, mais l'emphase n'est pas là-dessus au début. Quand on reste chez nous constamment, on a de la difficulté à sortir, c'est plus comportemental. Et c'est comme ça qu'on mesure nos progrès. Donc, je voulais faire cette parenthèse à quelqu'un, contraster deux types de personnes. On va revenir à ce contraste. Donc, quand on sort peu ou pas de chez nous, c'est vraiment très contre-productif de se servir des symptômes. Quand on est à l'étape peut-être émotionnelle, les symptômes peuvent être des signes de ce qui a besoin d'être adressé émotionnellement. Mais lorsqu'on est à l'étape où on sort à peine de chez nous, moi en tout cas, mon conseil c'est ça, c'est de ne pas trop essayer de voir les liens émotionnels. C'est plus tard ça. Parce que vous avez tellement de symptômes conditionnés que c'est presque impossible de démêler tout ça. Donc moi, pendant 2 mois, c'est ça, je ne progressais pas parce que mes symptômes ne baissaient pas. Et je comprends le sentiment. Et quand les choses ont commencé à pivoter pour moi, c'est quand j'ai compris le concept qu'il ne fallait pas que je me serve des symptômes pour mesurer mes progrès. Comment est-ce que je mesurais mes progrès? En calculant à quel point j'évite et à quel point je défie mes peurs. Très important. Donc, si vous êtes à l'étape où vous restez la majorité du temps chez vous, peu importe la raison, à cause des symptômes ou parce que vous avez peur de sortir, c'est ça le travail initial. Sortir de plus en plus. Donc, cette personne-là me dit qu'elle est terrifiée de tout, à peu près. On va donner un exemple. Si cette personne-là a un rendez-vous le lendemain, elle a de la difficulté la journée d'avant à dormir. Elle commence à être nerveux le jour d'avant, mais appréhensif. Il va avoir un rendez-vous le lendemain.
Et là, on a la difficulté à dormir. Et là, on se dit, si je ne peux pas dormir, je ne vais pas être en forme pour le rendez-vous. Et là, on va dans la boucle, comme ça. Et moi, j'étais comme ça. Si j'avais un rendez-vous le lendemain, je sentais, la journée d'avant, ma peur monter. Donc, de plus en plus, c'est ça. Je ne veux pas que vous focussiez sur les symptômes, et donc, je ne veux pas que vous focussiez sur votre peur des symptômes. Focussez sur votre peur en général. De quoi avez-vous peur? Pas des symptômes. Ma peur dans la vie en général. Et moi, il fallait que j'arrive au rendez-vous le lendemain 1 heure d'avance. 1 heure d'avance. Je ne pouvais pas relaxer tant que je n'étais pas assis dans la salle d'attente. Wow! Et relaxer, c'est un grand mot, là. J'arrive dans la salle d'attente, j'étais plus relax, disons. J'arrive dans la salle d'attente comme... Il reste 45 minutes. Enfin, je ne suis pas relax, mais je suis moins apeuré. J'ai moins peur. J'ai encore peur. Ouh, le rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer dans le rendez-vous? Et donc, cette personne-là a ce même sentiment-là lorsqu'on s'apprête à faire un rendez-vous ensemble. Et là, sur l'échelle de à quel point un rendez-vous peut être stressant, comme une interview pour un travail qu'on veut absolument avoir, ou une date, comme on dit ici, un rencard, mettons qu'on met ça à du 8, du 9, un rendez-vous avec moi, c'est du 0, du 1 sur l'échelle. C'est gratuit, c'est sur Internet, c'est sur Messenger. Les enjeux sont très bas. Mais même à ça, cette personne-là est extrêmement nerveuse par rapport au rendez-vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, là. Je ne focus pas sur les symptômes, je focus sur d'autres peurs. Et moi, j'étais comme ça. Comment ai-je fait pour ne plus être comme ça? Comme avec l'exercice physique, c'est-à-dire exposition graduelle. Et ce que j'expliquais à cette personne-là, c'est que lorsqu'on a peu de rendez-vous, notre cerveau magnifie ce rendez-vous. C'est le rendez-vous. Il y a un cercle rouge comme ça dans le calendrier, le 14 à 14 heures. Le rendez-vous. Et là, votre cerveau focus là-dessus. C'est énorme. C'est le rendez-vous de la semaine, le rendez-vous du mois, si vous sortez peu. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que il faut marcher de plus en plus. C'est comme ça qu'on mesure notre progrès. Est-ce que je marche de plus en plus si vous êtes à l'étape où vous restez chez vous? Est-ce que j'ai de plus en plus de rendez-vous? Et moi, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que on ne saute pas de un rendez-vous par semaine à 3 par jour. Mais c'est la même chose. On augmente nos rendez-vous. Et peu à peu, lorsqu'on en a 3 par jour, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est impossible pour mon cerveau de focusser au même degré sur un rendez-vous que sur 3. C'est physiquement impossible. Donc, je prenais de plus en plus d'engagement, je prenais de plus en plus de rendez-vous, je sortais de plus en plus. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est de plus en plus facile de ne pas focuser sur les symptômes. Très difficile, voire impossible, si on reste la majorité du temps chez nous, ne pas focuser sur les symptômes. Je ne veux pas vous dire impossible, mais extrêmement difficile. Comment faire? Vous êtes toujours dans votre maison, vous êtes toujours entre les 4 murs. Vous n'avez pas de distraction. Et le soir, la nuit, c'est le pire, évidemment. Encore moins de distraction. Donc, il faut s'exposer de plus en plus, et c'est comme ça qu'on mesure nos progrès initialement. On va pivoter vers la peur et l'espoir, mais au début, on mesure nos progrès pas par les symptômes. On se fout, on enlève les symptômes de l'équation. Est-ce que j'en fais de plus en plus? Parce qu'il faut que vous fassiez de plus en plus pour ne pas focuser sur les symptômes. Impossible de ne pas focuser sur les symptômes quand on est ici et qu'on reste entre les 4 murs constamment. Extrêmement difficile. Et moi, j'appelle ça de plus en plus se perdre dans le flot de la vie.
C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Quand on a juste un rendez-vous, on est très rigide, comme ça, c'est le rendez-vous. Il faut que j'arrive 1 heure d'avance. Je ne peux pas relaxer tant que je ne suis pas assis dans la salle d'attente. Et là, de plus en plus, quand on a 3 par jour, on se perd dans le flot de l'existence. Ah, le rendez-vous. Et là, moi, je ne dirais pas que je suis la personne la plus zen au monde. C'est très réconfortant, ça, pour vous. Il faut encore que j'arrive parfois, disons, 10-15 minutes d'avance. J'aime pas ça être en retard. Perfectionnisme. Et ça, c'est très important à réaliser. On n'a pas besoin de changer notre personnalité complètement. C'est une question de degré, c'est une question de baisser le son, baisser le volume sur certaines tendances. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Je ne focus pas sur les symptômes, je focus sur la peur de rendez-vous. La peur en général. Très important. Et plus vous allez vous perdre dans le flot de la vie, plus ça va être facile d'être indifférent aux symptômes. Ça prend du temps à se rendre là. Mais là, nous allons focuser sur la peur et l'espoir. Donc, il y a plusieurs étapes. Selon Dan Buglio, il y a la panique. Et là, on va rajouter des degrés. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, elle me disait « Je ne connecte pas avec ton idée de panique. » Je décrivais c'est quoi l'état de panique. Parfois, je me frappais la tête comme ça. Admettons que écrire déclenchait des symptômes. Et là, je décidais d'écrire quand même. Et là, ça commençait, je déclenchais un œuf. Je me frappais la tête comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, un œuf. Panique. Et là, il ne connectait pas avec cette idée. Il disait non, c'est ça. Moi, je ne panique pas. Elle est épisodique, justement. Elle n'est pas ici. Et là, elle disait, je ne pense pas que c'est de la peur, je suis plutôt frustrée. Et elle n'a pas encore lu Alan Gordon. Et donc, c'est une conversation qu'Alan Gordon a souvent, et c'est une conversation que j'ai de plus en plus. Expliquer aux gens que la frustration, c'est de la peur. Les gens ne semblent pas trop accrochés avec cette idée, donc séparons-les. La frustration n'est pas de la peur. La frustration et la peur de base sont au même palier, à peu près. Vous avez panique, vous avez peur, frustration, et là, vous avez se rassurer calmement. Peu importe que la peur et la frustration soient la même chose, on peut même les différencier. Panique, peur, frustration, se rassurer calmement. Ce qui est sûr, c'est qu'être frustré, ce n'est pas se rassurer calmement. C'est différent. Et donc, c'est une question de degré, comme ça. Comment on fait pour, si on commence avec la panique, paniquer de moins en moins? Moi, ce qui a vraiment marché pour ça, c'est je reviens à cette idée-là, de plus en plus, me perdre dans le flot de l'existence. C'est peut-être pour ça que justement la personne qui est épisodique, elle vit sa vie. Et elle ne se perd pas à l'étape panique. Plus j'ai commencé à augmenter l'activité, à faire de plus en plus, moins je paniquais. Je paniquais encore. Mais j'ai remarqué que l'étape panique, c'était surtout quand je restais chez moi, à faire peu. Plus on s'expose, plus on se perd dans l'activité, plus on se perd dans le flot de l'existence, moins on panique. Et là, on arrive à l'étape plus peur, frustration. Et c'est sur ça qu'on travaille, pas sur les symptômes. À quel point est-ce que ma peur descend et à quel point est-ce que mon espoir remonte. Et là, je veux vraiment vous faire une démonstration à quel point les deux sont reliés de façon inverse. Moi, c'est ça que j'ai remarqué dans mon processus. Remarquez vraiment le lien entre votre peur et votre espoir. Plus la peur baisse, plus l'espoir monte. Plus l'espoir monte, plus la peur baisse. J'ai remarqué que la relation était inversement proportionnelle comme ça.
Et là, un thème qui a émergé récemment, cette personne-là, que je parle, que les symptômes ne baissent pas, est allée voir un psychologue qui lui a dit, et il y a quelqu'un d'autre qui a écrit ça dans les commentaires récemment, et je me suis fait dire ça moi aussi par un psychologue. Donc, je veux adresser ça. Moi, je fais de la psychothérapie, je ne suis pas contre les psychologues, mais ce que j'ai réalisé, c'est que je ne parle pas aux psychologues du TMS et du neuroplastique, ils n'y connaissent rien. Je pivote, hein, du structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. On travaille d'autres choses, d'autres peurs, d'autres thèmes. Mais en même temps, c'est le travail TMS. C'est ça que j'essaie de vous faire comme lien. Comme moi, en ce moment, j'ai d'autres peurs. Et c'est ce sur quoi je travaille avec les psychothérapeutes. Mais voici quelque chose que cette personne-là s'est fait dire, la personne dont les symptômes ne baissent pas avec qui je travaille, que je me suis fait dire. Faut pas que tu aies des trop gros espoirs d'éliminer ta douleur, sinon tu vas tellement être déçu que la chute va être blessante, la chute va être extrêmement décevante. Et ça, je voulais l'adresser. C'est la pire attitude dans le reconditionnement de la douleur. Voici un synonyme du reconditionnement de la douleur. Retrouver l'espoir. Retrouver l'espoir. Il n'y a pas d'autre façon, dans mon expérience, d'éliminer sa douleur chronique. Il faut absolument retrouver l'espoir. Je ne suis pas fou au point de vous dire qu'on peut tout accomplir dans la vie. Si je vous disais, oui, tu peux jouer dans la Ligue nationale, la Ligue majeure d'un sport professionnel, ça serait absurde. Pas tout le monde qui peut jouer dans la Ligue nationale. Il y a des facteurs externes qui influencent ça. Quoique, on entend souvent parler d'histoires de personnes qui se sont fait dire non, tu ne réussiras jamais, tu es trop petit, et là ils se font repêcher avant-dernier, mais ils ont réussi quand même. On aime ce genre d'histoire. Je ne crois pas que ce genre d'histoire s'applique. Toujours bon, hein, on peut être infecté un peu par leur espoir. Je ne crois pas que ce genre d'histoire s'applique au TMS. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles externes dans cette histoire. Dans le travail TMS, le travail neuroplastique, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Et ça, c'est extrêmement libérant, rassurant et apeurant également. C'est que vous êtes le seul obstacle. Il n'y a pas d'obstacle externe. Vous n'êtes pas dans une prison physique, vous êtes dans une prison mentale et il n'y a aucun obstacle externe, sauf dans des cas extrêmes, si tout le monde est d'accord, vous êtes peut-être dans une relation abusive, par exemple. Là, c'est externe, ça. Et là, il y a des débats justement sur à quel degré il faut peut-être des fois changer d'emploi, changer de relation. Tout le monde est d'accord sur le fait, si vous êtes dans une relation abusive, il y a quelque chose d'externe à changer, et là, il y a des degrés. Mais de plus en plus focusé sur le fait que ce n'est pas externe, TMS. C'est vous, vous êtes le seul obstacle. Et tout ce que vous dites et tout ce que vous faites sont des prophéties auto-réalisatrices. C'est ça, le reconditionnement de la douleur. C'est ça que j'ai réalisé. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Si vous dites « je ne peux pas », vous ne pouvez pas. Si vous dites « je peux », vous pouvez. Attends, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça, dans mon expérience. Jusqu'à un certain degré. Pour vous sortir du trou ici où on ne progresse plus. Et là, arriver à un autre niveau, là, c'est ça, on commence à travailler nos émotions. Ça se passe à un autre niveau totalement, mais lorsqu'on est comme ça, dans le trou et qu'on ne progresse pas, il faut retrouver l'espoir. Et c'est intéressant. On a trouvé un cas d'exception, en fait. Il dit, oui, c'est vrai, je suis à zéro des fois, quand je me réveille. On parlait des ondes du cerveau. Hein, que quand on se réveille, nos ondes ne sont pas les mêmes que quand on est à l'état d'éveil complet. Et là, il disait, oui, c'est vrai, lorsque je me réveille, je suis à zéro, et là, j'en profite, et là, je me dis, oh non,
Ça va recommencer, l'enfer recommence. Et c'est ça qu'il faut travailler, cette attitude. Hein? Retrouver l'espoir, pas dire « Ah non, c'est une autre journée d'enfer qui recommence ». Ça va aller mieux aujourd'hui. Pas parce que les symptômes vont être plus bas, parce que je vais en faire de plus en plus. Je ne vais pas rester enfermé entre mes quatre murs. Je vais m'exposer, je vais défier, je vais me sortir du trou. Le trou, ce n'est pas les symptômes, le trou, c'est votre inactivité, votre manque d'espoir, votre peur. Quel est le remède contre la peur? L'espoir. Et là, c'est ça, lui, il me dit, mais c'est difficile d'avoir de l'espoir, j'ai pas de cas d'exception. Est-ce que ça en est un, ça, quand il se réveille, puis pendant 5 secondes, il n'y a pas de symptômes? Moi, je dirais que oui. Mais il dit, c'est difficile pour moi avoir de l'espoir. Je ne suis jamais en bas de 5, jamais. Et ça, j'inviterais vraiment à ne pas focuser sur les symptômes. Si on réussit à faire de plus en plus, j'ai presque envie de dire, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc quand on est à l'étape panique, ça peut être frustrant parfois entendre parler du moment AA. Hein? Et le but de l'étape panique, c'est de paniquer de moins en moins. Pas de réaliser au milieu de la panique que je suis déjà correct. On se pratique à paniquer de moins en moins. Comment on fait ça? En réalisant que, très intéressant, Dan Bouglio, lui, il nous dit, c'est impossible de ne pas avoir peur. C'est impossible d'être indifférent à quelque chose dont on a peur. Si vous êtes encore à l'étape peur ici, impossible d'être indifférent à quelque chose dont on a peur. Donc si on est dans une pièce avec un tigre, et là je vous dis, n'ayez pas peur du tigre. C'est presque impossible, c'est suicidaire même, ne pas avoir peur d'un tigre. Donc de plus en plus, ce qu'il faut réaliser, c'est que les symptômes neuroplastiques, le TMS, ce n'est pas un tigre. C'est un petit chaton. Ce n'est pas dangereux. Il n'y a aucun danger. Et au fin du compte, ce ne sont que des sensations. C'est tout. Et moi, j'en suis arrivé au point où j'ai été capable de justement aller flatter le petit chaton. Passer du temps avec mes symptômes. Caresser comme ça. C'est correct. Ce n'est pas dangereux, c'est des fausses alarmes. Et quand j'étais à mon 2 mois initial, comme ça, où je ne sortais presque pas de chez moi, c'était très difficile de me rassurer comme ça, voire impossible. Comment veut-on se rassurer enfermé entre nos quatre murs? On ne fait que focuser sur les symptômes, on ne défie pas les symptômes. De plus en plus, je défiais les symptômes. Défiais les symptômes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des cas d'exception. Pas quand je restais chez moi et que j'étais terrifié. Pas quand mon espoir était dans le tapis. Quand j'ai recommencé à avoir de l'espoir, à pas me réveiller le matin comme « Ah non, une autre journée de merde. Ah non, ça va recommencer, l'enfer, c'est machiavélique. » Je focusais sur mon comportement. Je me disais « Ok, quel symptôme je challenge aujourd'hui? Je ne focusais pas sur les symptômes autant que quelle activité je challenge aujourd'hui? J'en fais de plus en plus. Je marche de plus en plus. Je prends de plus en plus de rendez-vous. Ça a été très important. Les gens bloqués, selon moi, focus presque toujours sur 3 choses. Le temps, combien de temps ça prend? Les autres
Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que vous faites? Et les techniques, les outils. Concrètement, ça me prend des outils, ça me prend des techniques. Il faut que je fasse de la cohérence cardiaque, il faut que je fasse de la méditation, il faut que je fasse du repérage somatique. Il faut que j'écris dans un journal mes émotions. Ils sont très focusés sur ces trois choses. Et qu'est-ce qu'on explorait justement avec cette personne-là dont les symptômes ne baissent jamais en bas de 5? C'est vraiment l'idée d'oublier combien de temps ça prend. Cette espèce d'obsession à quand j'ai commencé, la date initiale, la première fois que j'ai lu le livre d'Alan Gordon. Et là, de plus en plus, moi, ce que j'explore justement, c'est l'idée que peut-être que mon processus a commencé avant. J'ai fait une thérapie de 2 ans de relâchement myofascial. Et il y a eu des choses négatives, mais il y a eu des choses très positives dans cette thérapie qui m'ont aidé une fois que j'ai commencé le processus du reconditionnement de la douleur. Donc, est-ce que mon processus a vraiment commencé la première fois que quelqu'un m'a lu le livre d'Alan Gordon? Non. Brouillez cette ligne. Oubliez ça, le début, la date où vous avez commencé. Tout ça a commencé, j'ai envie de dire le jour où vous êtes né, dans le monde intra-utérin. Et là, on peut même remonter au Big Bang. Oubliez ça quand ça a commencé. Je ne peux même pas vous dire quand mon processus a commencé, quand je suis né ou avant même. Et là, est-ce que mon processus, souvent je dis, quand j'ai fini le reconditionnement de la douleur, j'ai encore des symptômes des fois. Est-ce que mon processus est fini? Non. J'ai souvent des longues périodes sans aucun symptôme. Et là, je me suis inscrit à un cours. Et 2 jours avant, je me suis dit, je commence le lundi, je m'inscris. Samedi soir, je pense, mes symptômes ont commencé. Et ça a duré 20 jours. Et ça, c'est intéressant. Si vous, des fois, je fais référence à ces vidéos-là, les gens ne les ont pas vues. Quand je parle sur le conditionnement de la douleur, tout est au passé. Et je commence à ne plus m'en souvenir. Et c'est pour ça que je mets toujours l'emphase sur le moment AA. Parce qu'on se rappelle plus de la fin. Peut-être que je distorsionne aussi, ça fait longtemps. Mais là, il y a 2 vidéos, mes symptômes, non chroniques évidemment, et pas besoin d'avoir 100%. C'est 2 vidéos qui vont ensemble et vous me voyez réagir en temps réel aux symptômes. Donc ces vidéos-là peuvent être intéressantes pour vous. Quel est mon point? Mon processus n'est pas fini. Donc, mettons, la première fois que j'ai lu le livre d'Alan Gordon, c'est ici. Et là, je vous dis, à une certaine date, je considérais que le processus était fini. C'est des lignes totalement arbitraires. Enlevez ces lignes-là. Le processus est continuel. Il a commencé avant que vous soyez né et il va durer jusque sur votre lit de mort. Observez de plus en plus. Tout le monde, je ne suis pas confortable à dire tout le monde, la plupart des gens ont des symptômes TMS. Commencez à observer ça. J'en vois partout. Quelqu'un qui me décrivait un épisode l'autre jour, pensait vraiment que c'était structurel. J'étais convaincu à 99,9% que c'était TMS. D'après comment la douleur se comportait, qu'est-ce qui est arrivé avant, etc. Tout le monde a des symptômes. Quasiment tout le monde. Je ne suis pas confortable à dire tout le monde. La plupart des gens, je suis confortable à dire, ont des symptômes TMS, mais ça ne dure pas. Ça, c'est intéressant. Quand c'est épisodique, il y a sûrement un aspect plus émotionnel. Il y a sûrement un aspect conditionnement également, mais quand c'est chronique, comme ça, je ne descends jamais en bas de 5, c'est souvent des processus mentaux. C'est des symptômes émotionnels qui s'enclenchent dans un processus mental et qui entretiennent les symptômes de façon chronique ou, comme dirait Dan Matter, constamment aiguë. C'est aigu encore, mais c'est constamment aigu parce que vous l'entraînez, vous le rafraîchissez constamment. Et ça, c'est la rumination qui fait ça. Lorsqu'on parle de rumination en reconditionnement de la douleur, on met toujours l'emphase sur ruminer par rapport aux symptômes. Enlevez les symptômes du chemin. Remarquez comment vous ruminiez avant les symptômes. Et là, les symptômes se sont emparés de votre mécanisme de rumination. Donnons seulement un exemple.
Êtes-vous le genre de personne, vous avez une conversation avec quelqu'un, et là, après la conversation, vous repensez, elle m'a dit ci, moi j'ai dit ça, j'aurais dû dire ci à la place, blablabla. Bla, bla, bla. Stress, vous entretenez les symptômes. Et ça n'a pas rapport, vous n'êtes pas en train de ruminer sur les symptômes, vous êtes en train de ruminer sur une conversation. Mais ça entretient les symptômes. Intéressant. Wow, ça va être une autre vidéo de 40 minutes. J'ai l'impression d'avoir parlé du tiers peut-être de ce que je voulais adresser. Quelle est la conclusion? Dans mon expérience, il faut absolument retrouver l'espoir. Et là, c'est ça la question. Comment retrouver l'espoir lorsqu'on nos symptômes ne baissent pas? On n'a pas de cas d'exception. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est ça, moi, dans mon expérience, c'est que quand vous faites ça, vous voulez voir pour croire. Mais c'est l'inverse. En fait, c'est ça que j'ai découvert, c'est qu'il faut croire pour voir. Et au début, il y a un aspect croyance, mais qui idéalement devient plutôt de la connaissance. Au début, j'avais l'impression que c'était presque de la foi, comme dans la Bible, hein. Lève-toi et marche. Il y a un aspect comme ça, au début, j'ai trouvé, moi, de la foi, de croire. Ça fonctionne. Mais de plus en plus, non, à la fin, ce n'est plus de la foi. C'est inverse. Plus l'aspect croyance, plus l'aspect foi diminue, plus l'aspect connaissance et certitude s'installe. Donc, il faut retrouver l'espoir. Ne vous dites pas, si j'espère, ça va être cruel parce que là, je vais m'effondrer. Quand je ne réussirai pas, la chute va être encore plus cruelle. Dans mon expérience, c'est ça le reconditionnement de la douleur. Retrouver l'espoir. Aussi haut vous pouvez espérer, aussi haut vous allez pouvoir récupérer. Et là, la peur, on va finir avec ça, c'est le thème principal de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur? On la sent. Il faut sentir la peur. Au début du reconditionnement de la douleur, je ne sentais pas ma peur, et même j'essayais de la supprimer, de la réprimer. Je disais, non, c'est la peur qui entretient les symptômes. Non, ça veut dire que c'est en train de créer plus de symptômes, et là j'avais peur de ma peur. J'étais stressé par mon stress, j'étais angoissé par mon angoisse, mon anxiété me rendait anxieux. Là, de plus en plus, j'ai senti ces choses-là. Ce que j'appelle. Ça m'a pris du temps à réaliser ça, donc peut-être ça peut être un raccourci pour vous. Ça a été un des aspects les plus difficiles pour moi. Quoi faire avec la peur? Est-ce que je la sens ou est-ce que je la défie, je la challenge? Peut-être même il y avait une espèce d'aspect guerrier, des fois, combattre la peur. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est sentir, pivoter. Est-ce que vous sentez votre peur? Il faut sentir toutes nos émotions. Donc la peur aussi, il faut la sentir. C'est comme les symptômes. Il faut apprendre à être avec la peur. Mais il faut pivoter aussi. Donc, moi, quand je me réveillais le matin, et là, j'étais là, waouh! Ça commence déjà. J'avais déjà peur, j'avais déjà mal en me levant. Ça va être long. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défie la peur dès le réveil? Non, je sentais ma peur pendant 20 minutes. Je pense pas que je faisais des demi-heures, mais des fois, c'était long. Je sens ma peur. Sans embarquer dans la boucle, la peur de la peur. Il y a de la peur. Et là, après ça, je pivotais vers quoi? Vers l'activité, de plus en plus, pour éventuellement, je ne sais même pas si j'y suis à 100%, mais me perdre dans le flot de l'existence. C'est vraiment ça le but. Quand vous êtes chez vous, vous paniquez, vous êtes enfermé dans les quatre murs, il faut sortir de plus en plus et se perdre le plus possible, de plus en plus dans le flot de l'existence. Et c'est là qu'on réalise que il n'y a pas de technique au reconditionnement de la douleur. C'est une question d'attitude et d'état d'esprit.
Il y a plein de gens qui réussissent à aimer leur douleur sans cohérence cardiaque, sans méditation, sans repérage somatique. Moi, je suis un gros fan. Sans repérage somatique, il y en a qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils changent leur attitude, ils changent leur état d'esprit. Ils retrouvent l'espoir, ils sentent leur peur, et là, leur relation avec la peur change, elle diminue. Ils agissent à travers la peur. Il ne faut pas attendre que la peur, il ne faut pas attendre que les symptômes diminuent, c'est la même chose, avant de sortir, avant de faire des activités. On sort, on fait les activités, et c'est là que la peur diminue. Parce qu'on apprend, non pas à ne pas avoir peur, mais à agir avec des degrés variants de peur. Donc, si vous réussissez à paniquer de moins en moins, là, vous avez peur, vous êtes frustré, vous avez peur de moins en moins, vous réussissez à vous rassurer calmement, et là, vous réussissez à être indifférent. On peut commencer de plus en plus à avoir le lien entre nos émotions. Et là, c'est à ce niveau-là peut-être que ça commence. Les symptômes ne sont pas quelque chose à ignorer, ne sont pas nécessairement quelque chose où il faut qu'on soit indifférent. On met les symptômes de côté. On ne s'en sert pas pendant longtemps quand on est ici. Mais lorsqu'on revient à cette étape-là, on peut les ramener, les symptômes. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et c'est là on invite le chaton sur nos genoux et on flatte le chaton. On dit, qu'est-ce que tu as à me dire, chaton? Il a des choses à vous dire, ce petit chaton. Mais ça n'a jamais été un tigre. Au fin du compte, je sais que c'est difficile à croire qu'on est à des neufs. Vous avez peur de sensations. Et les sensations n'ont jamais tué personne. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sensations? Je le dis souvent, c'est dans le mot, on les sent. On sent nos sensations. On sent nos symptômes, on fait des repérages somatiques. Moi, je dis on. Mais j'en faisais de moins en moins. Hein. Ça, c'est intéressant. Plus je me perdais dans le flot de l'existence, moins je faisais de repérage somatique. Faites ce que vous voulez de cette équation. Moins je faisais de techniques, moins j'utilisais d'outils. Et là, je suis arrivé justement au moment AA. J'en parle parce qu'on a parlé du reste. Et là, je ne faisais plus aucune technique, je n'utilisais plus aucun outil parce que j'ai réalisé que j'étais déjà correct. Et si on est déjà correct, on n'a pas besoin de se réparer. Plus vous cherchez d'outils, plus vous cherchez de techniques, plus vous envoyez le message à votre cerveau que vous êtes brisé. Il faut que je me répare, je suis brisé. Il faut que je me guérisse, je suis malade. Et c'est normal. La personne à qui je parle dont les symptômes ne baissent pas est en pleine étape de tâtonnement que j'appelle. Il a expérimenté avec l'écriture et là il se dit peut-être que c'est pas bon pour moi l'écriture. Et ça, Dan Ratner, il en parle. Lui. Moi, j'aime beaucoup Dan Ratner. Je ne suis pas un gros fan de Nicole Sachs. Elle, c'est son seul outil, l'écriture, l'écriture, l'écriture. Lui, il a raison sur presque tout, selon moi. Il dit, l'écriture aide certaines personnes, mais elle n'aide pas certaines personnes, et son système explique pourquoi certaines personnes pourraient bénéficier de l'écriture et pourquoi certaines personnes ne pourraient pas. Si vous êtes surtout dans la colonne doute, et vous êtes pris dans vos boucles mentales comme ça, très possible que l'écriture ne vous aide pas. Vous allez vous frapper la tête contre la colonne émotion. Vous allez essayer d'aller dans vos émotions, faire le travail émotionnel. Mais c'est pas là que vous êtes. Vous êtes dans vos loops, comme ça, vos ruminations mentales. Et là, vous écrivez et vous ne faites qu'acerber un peu les ruminations mentales. J'aime beaucoup Dan Ratner. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais avoir le temps, d'explorer plus son livre en détail. Mais c'est là qu'il est, lui, il est en tâtonnement. C'est bon ça, c'est en expérimentation. Et là, il se dit peut-être que l'écriture n'est pas bonne pour moi. Moi, dans mon processus, c'est un bon signe, ça. Quand on commence à prendre les outils et là, dire « Ah, j'ai peut-être pas besoin de cet outil-là, j'ai peut-être pas besoin de cet outil-là. » Ça a vraiment été ça le processus, avoir de moins en moins d'outils, de moins en moins de techniques, me perdre de plus en plus dans le flot de l'existence. On sort des 4 murs, on ne fait pas le travail. Au début, c'est comportemental. On en fait de plus en plus. On challenge le conditionnement, les douleurs qui sont conditionnées, les liens qu'on a faits, que cette sensation-là mène à des symptômes. Et là, de plus en plus, on s'en va vers
l'indifférence, le moment A, où les symptômes deviennent significatifs. C'est des aides. Quand on est rendu à cette étape-là et qu'on a un symptôme, je crois que la première chose à faire, c'est l'écouter. Ouh, j'en fais trop, je me mets trop de poids sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe? Je gère mal mon stress. 45 minutes, wow, on va finir là. J'espère que cette vidéo a été utile. Je crois que c'est ma plus longue jusqu'à maintenant. Aïe, aïe, aïe. On en parlait, ça, justement, la longueur. Moi, j'ai l'impression que plus on parle, plus il y a de nuances. Je ne veux pas vraiment vous donner l'image que j'ai passé d'être alité à faire de la course à pied. Je paniquais. J'avais peur. Je me rassurais calmement. Je revenais à la panique. Je me refrappais sur la tête. Mais j'apprenais de plus en plus à me rassurer. Je vais finir là-dessus par rapport à l'étape panique. Au début, ce que je me suis dit, c'est oublions les symptômes. Admettons que je ne réussis jamais à éliminer mes symptômes. À quoi ça sert, même dans ce cas-là, à quoi ça sert de paniquer? J'empire la situation. Même si ma panique n'a pas de relation avec les symptômes, elle en a. Admettons que mon symptôme est à 8 sur 10, le fait de paniquer rend la situation encore plus désagréable. Donc au début, je me suis dit, je ne m'occupe pas des symptômes. Je m'occupe juste d'essayer de paniquer de moins en moins. Et même si les symptômes ne baissaient pas, je vais vraiment finir avec ça, je vous promets, même si les... Excusez-moi, même si... Est-ce qu'il faut s'excuser de ça? On en parlait l'autre fois. Il ne faut pas s'excuser de nos émotions, en tout cas. Ça, c'est sûr. Même si les symptômes ne baissent pas, je travaille ma panique. On se fout des symptômes au début. Je travaille ma panique parce que paniquer rend juste la situation plus pénible. Ça m'a aidé énormément. À paniquer de moins en moins. Mais ce qui m'a aidé à paniquer de moins en moins, et à avoir de moins en moins peur, de moins en moins frustré, c'est de défier les symptômes constamment. Défier, pas les symptômes seulement, mais mes peurs en général. Oui, ma peur des symptômes, mais ma peur des rendez-vous. Je marche de plus en plus, je prends de plus en plus de rendez-vous. Peu importe c'est quoi votre peur. Avez-vous peur de l'avion? Avez-vous peur des chiens, des chats? Exposez-vous à ça. Défiez vos peurs en général. Vos symptômes se sont emparés de votre peur qui était déjà là pour d'autres sphères de votre vie. Et là, moi, les symptômes sont presque plus là. Et là, je remarque, le mécanisme est encore là. Il faut que j'adresse ce mécanisme-là. Le mécanisme de la peur.